Je vais donner la parole d'abord au docteur Olivier Hoffmann. On le sait trop peu, les femmes sont de grandes victimes des maladies cardiovasculaires. C'est même la première cause de mortalité féminine. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on démarre par mon topo ou je... Allez-y. Parce que j'avais préparé un topo, je ne sais pas si on lance le Oui, topo. allez-y, pas de problème. Lancez-le. Donc effectivement, je remercie donc Monsieur Lamine Garbier et le comité d'organisation de la FHP de m'avoir invité à cette table ronde sur la santé des femmes. Agir enfin. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, cette diapositive peut même déjà être le take-home message. Santé des femmes, le cœur avant le cancer. C'est la première cause de mortalité chez la femme, avec 200 décès par jour en France, 25 000 dans le monde. C'est 6 fois plus important que le cancer du sein. La femme est polarisée par le sein, elle décédera du cœur. Diapositive suivante. C'est pas facile à distance, hein. Les maladies cardiovasculaires et leurs complications sont la première cause de décès dans le monde. En France, c'est la deuxième cause de décès après les cancers, avec plus de 140 000 morts chaque année. Mais ce sont la première cause de décès chez les femmes, tout âge confondu, avec 76 000 décès. Suivante. C'est une urgence médico-sociétale en France. 76 000 décès par an, je viens d'en parler. La première cause de mortalité chez les femmes de plus de 65 ans et touche des femmes de plus en plus jeunes, dès 45 ans. Suivante. Une urgence, pourquoi? Donc un nombre d'infarctus qui est de plus en plus important chez les femmes jeunes de moins de 45 ans. Les femmes travaillent comme les hommes, fument comme les hommes, stressent comme les hommes, boivent comme les hommes et finalement décèdent comme les hommes et même un peu plus d'infarctus. Il ne faut pas oublier que juste après, les accidents vasculaires cérébraux chez la femme sont très importants, en particulier dus à une hypertension artérielle méconnue et non traitée. Suivante. Alors, on parle beaucoup des symptômes de l'infarctus chez la femme qui sont atypiques. Bien sûr, dans la majorité des cas, c'est quand même toujours la douleur thoracique, qui n'est pas toujours constrictive, mais des palpitations inhabituelles, en particulier à l'effort, un essoufflement inhabituel, une fatigabilité, parfois des signes digestifs comme des nausées, vomissements et des douleurs à l'estomac, des douleurs épigastriques, peuvent ou doivent faire penser à un infarctus avant ou après une douleur thoracique. Suivante. Alors, j'ai l'habitude de dire qu'en cardiologie, il y a 3 règles, le tabac et le tabac. Dès la première cigarette, en particulier chez la femme, le risque d'événements cardiovasculaires est augmenté de 50%. Donc, pourquoi en particulier chez la femme? Pourquoi cette injustice? Alors, pourquoi cette injustice? Je suis non-fumeuse, hein, je parle pour les autres. J'ai lu que ces 30 dernières années, un tiers des femmes, non seulement un tiers des femmes fument, 3/4 des femmes, lors des infarctus, sont fumeuses, et les hommes qui ont diminué de 17% leur consommation ces 30 dernières années, les femmes que de 1,7%. Les femmes continuent à fumer. Oui, mais vous disiez que dès la première cigarette, on était plus sensible aux accidents. C'est juste, alors, voilà, on est des femmes, donc on est plus victimes. Vous allez voir sur la diapositive suivante, ça impacte. Alors, comment avancer finalement? Comment dépister? Le score calcique coronaire, un outil simple, est un simple scanner thoracique sans injection, sans perfusion, une inspiration de 30 secondes, et c'est une évaluation chiffrée de l'étendue de l'athérome coronaire, c'est-à-dire des plaques qui, dans les artères du cœur qui rétrécissent. Je vous montre la suivante, vous allez toutes comprendre. Ce sont ces dépôts blancs avec les flèches de calcium. Là, on voit au niveau de la coronaire gauche, plus il y a des dépôts de calcium, plus le risque d'infarctus est important, et ça permet de savoir si vous êtes dans une zone à risque ou pas, et si les femmes en particulier fument. Certaines peuvent beaucoup fumer, ça n'impacte pas, elles ont un score à 0, elles ne sont pas à risque d'événement. D'autres vont avoir un score calcique très élevé, et ça nous permettra, nous cardiologues,
de leur mettre en plus la pression pour arrêter de fumer, elles le comprendront bien. Suivante. Ça se termine, je vous rassure. Voilà, donc une chose, c'est d'essayer de dépister et que les femmes viennent dans les cabinets de cardiologie. L'autre chose, c'est d'informer les femmes. Et le professeur Claire Mounier-Veillé, cardiologue à Lille, a fondé Agir pour le cœur des femmes, fondation dont le but est les 3 A, alerter, anticiper et agir. Suivante. Et grâce à ces jolis bus Barbie où elle fait le tour de France. Ces bus s'arrêtent là depuis 1 an dans 15 villes, 4000 femmes en situation de précarité sociale adressées par les CPAM, par les associations et par les mairies suivantes peuvent aller consulter dans le bus, elles seront accueillies, elles auront un entretien cardio-gynécologique, une mesure de la tension artérielle, un électrocardiogramme, un dépistage au bout du doigt du cholestérol, du sucre, en cas d'addiction tabac-alcool, un entretien, et elles auront une synthèse avec un médecin leur permettant d'être orientées en fonction de leur facteur de risque localement chez leur médecin généraliste ou cardiologue. Le but de l'association est de sauver 10 000 femmes à 5 ans. Et la suivante, c'est pour vous remercier et vous dire, avant de rentrant chez vous, allez faire un score calcique, c'est important. Bon, si je vous entends bien, docteur, en tout cas, il y a un problème de prise de conscience de la part des femmes, d'une part, et peut-être de formation à ce diagnostic des médecins, c'est ça ? Exactement. Il faut que le grand public soit sensibilisé, que les docteurs soient sensibilisés, le message commence à passer, que ce soit les médecins généralistes, les cardiologues évidemment, et qu'elles soient prises en charge. Merci beaucoup, docteur Hoffmann, et bravo à l'association Agir pour le cœur des femmes. Il y a une réflexion que je vous donne. La première cause de mortalité chez les femmes en période périnatale, c'est le suicide qui est ex aequo avec les maladies cardiovasculaires. Merci. Je vais donner la parole à Isabella Chanavaz-Lacheret, gynécologue obstétricien. Pardon ? Ça a suscité cette réflexion qui... Je n'ai fait que transmettre. Isabella Chanavaz-Lacheret, donc vous êtes gynécologue obstétricien à l'Institut franco-européen d'endométriose, qui est au sein de la clinique Tivoli. C'est un institut qui existe depuis quand ? Alors l'Institut, il existe depuis 3 ans, depuis 2019, mais on était déjà une équipe qui avait créé le premier centre expert labellisé et financé en endométriose au CHU de Rouen, et c'est la même équipe qui est allée rejoindre le docteur Benjamin Merlot à la clinique Tivoli, qui lui-même aussi quittait le CHU de Bordeaux pour monter cette structure. Donc à Rouen, on était centre expert, et à Bordeaux, on est la seule équipe française qui ne fait que de l'endométriose sous toutes ses formes, à la fois médicale, chirurgicale, fertilité, accompagnement général. Ouais. Alors l'endométriose, c'était un sujet dont on n'entendait absolument pas parler il y a quelques années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on en parle énormément. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors c'est vrai, hein, il y a 15 ans, quand on a commencé à travailler pour l'endométriose, on avait créé à Rouen avec le professeur Roman une association qui s'appelle Rouen Endométriose. Et déjà, quand je disais le mot endométriose, souvent j'étais obligée d'épeler. Là, ça m'arrive plus, ça y est, les gens savent écrire endométriose et le prononcer. Et Rouen endométriose, encore plus compliqué. Mais notre objectif avec la EndoFrance, l'association des patientes atteintes d'endométriose, ça a été de faire sortir cette maladie de l'ombre en faisant beaucoup de bruit, en formant des professionnels de santé. C'est ce qu'on faisait nous de notre côté, à la fois en ayant une grosse activité de prise en charge de cette maladie, mais aussi en formant des professionnels de santé, en même temps que EndoFrance, elle, sensibilisait les pouvoirs publics, le grand public et les patientes. Donc on aboutit à ça, et puis clairement la bascule, c'est la stratégie nationale endométriose qui a été menée et rédigée par Chrysoula Zakharopoulou, qui est aujourd'hui secrétaire d'État, mais qui était jusqu'aux dernières élections, qui était député européen, mais qui est aussi gynécologue obstétricien de formation, et qui a été mandaté par Olivier Véran quand il était ministre de la Santé pour travailler sur ce sujet et voilà, entendre le président de la République lancer cette stratégie en janvier, c'était vraiment un grand moment. Voilà, tout le monde connaît le mot endométriose maintenant. Mais qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui pour vraiment apporter des solutions aux femmes qui sont touchées ?
Alors cette stratégie, ça a été un gros travail, hein. On a été une quinzaine de médecins plus les associations de patientes à travailler dessus pour permettre sa rédaction finale. On a été des groupes avec différents sujets, dont la recherche, dont l'information, dont l'enseignement. Les formations des professionnels de santé et dans les faits, certes la stratégie a été annoncée, mais seul le volant recherche a bénéficié clairement d'un financement annoncé. Les autres volets n'ont pas bénéficié d'annonces de financement ni également de leviers d'action précis, c'est-à-dire que considérer qu'il faut former tous les professionnels de santé à cette maladie, globalement tout le monde est d'accord, mais réussir à imposer que les psychologues aient une formation en endométriose quand elles ont absolument pas l'intention de bosser dans le milieu de la santé, bah, c'est un peu compliqué et c'est à la fois un volet financier comme d'hab, mais aussi un volet de moyens d'action pour mettre en place toute cette stratégie. Est-ce que l'hospitalisation privée peut vous aider à faire quelque chose pour aller plus vite ? Alors, quand on était en public au CHU, on avait une grosse activité de recherche et d'enseignement qu'on a toujours. Hein. Et dans le privé, la recherche et l'enseignement, c'est compliqué parce que ça prend du temps et ça rapporte pas d'argent. Et donc, pour pouvoir maintenir cette activité de recherche et d'ailleurs l'augmenter, et une des choses qui nous a fait partir du CHU de Rouen, c'est qu'on avait une attachée de recherche clinique dont l'activité augmentait. Et au lieu d'en avoir une deuxième comme on le souhaitait, alors qu'on générait beaucoup de points SIGAP, c'est de financement mairie, on nous a proposé de la mutualiser avec d'autres services. Donc on perdait une force de frappe en termes de recherche qui était très importante. En s'installant dans le privé, bah voilà, on finance nos attachés de recherche clinique. Néanmoins, il y a un décalage entre les financements mairie qu'on reçoit par rapport aux publications d'articles et la clinique Tivoli a pris en charge pendant 2 ans les salaires de nos attachés de recherche clinique pour qu'on puisse continuer, ne pas interrompre cette activité de recherche. Et ça, c'est une aide très importante. Et il faut que vous sachiez que dans la stratégie nationale, il y a la mise en place de centres experts. Alors, ils s'appellent pas comme ça, ils s'appellent centres de recours, mais sur tout le territoire français pour faire un maillage. Et donc, il y a cette activité de recherche et d'enseignement. Et ce serait très dommage que l'hospitalisation privée soit écartée de cette expertise alors que les professionnels y sont, juste parce qu'ils peuvent pas gérer cette partie-là, parce que voilà, la recherche et l'enseignement, c'est pas rentable. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. L'ami nous en dira peut-être quelque chose. Stéphania Parigi, vous êtes présidente de l'association Agir pour la santé des femmes. C'est une association qui vise à améliorer la prise en charge et l'état de santé global des femmes en situation de grande exclusion en organisant des actions qui favorisent leur accès à ces soins. Les femmes en précarité, elles sont certainement plus fragiles au niveau de la santé. Quels sont leurs plus grands problèmes de santé ? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors déjà, au-delà de la question du problème de santé et des problèmes de santé qu'elles rencontrent, on est déjà confronté à la nécessité de pouvoir les rencontrer là où elles vivent. Et beaucoup, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de fonctionnement dans la rue et de mise en danger dans la rue, sont difficiles à rencontrer. Donc la particularité de la DSF depuis 20 ans, c'est d'aller à leur rencontre, comme le font beaucoup d'autres associations, et d'aller à leur rencontre avec des équipes médico-sociales qui sont à même, au moment de leur rencontre, de les amener progressivement, d'échanger avec elles sur des problématiques de soins qu'on peut voir assez vite dès lors qu'on discute avec elles et qu'on est à peu près en capacité de regarder comment elles fonctionnent, dans quel état et dans quelles conditions elles vivent à la rue. Donc le premier sujet pour elles déjà, quand on les rencontre, c'est souvent des problématiques au-delà du soin et avant le soin malheureusement de survie. Donc où je vais dormir, comment je vais manger, si je suis accompagnée de mes enfants, est-ce que je vais pouvoir les garder avec moi, comment je peux faire pour m'en sortir. Donc une majorité de ces femmes, mais c'est une majorité, mais il reste aussi d'autres femmes qui vivent comme ça en marge et au fond de nos rues, sont en situation irrégulière, mais pour autant elles ont le plus souvent des enfants qui sont nés sur les territoires français et qui ont donc droit à être mis à l'abri aussi au sens de l'accès au dispositif de droit commun classique. Mais la question du soin, elle arrive assez vite parce que malheureusement quand vous vivez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années dans la rue, votre corps et votre situation médicale est souvent assez lourde et les premiers contacts tournent effectivement autour de comment faire pour les amener progressivement et avec leur accord vers le système de soins qui peut être le plus adapté à leur situation.
Oui, il faut également qu'elle vous fasse confiance pour oser aller vers le soin. Est-ce que dans vos activités, vous avez déjà pu bénéficier de l'aide d'hôpitaux privés ? Alors oui, on travaille avec quelques-uns. Alors nous, on intervient à Paris et à Lille, et essentiellement aussi dans le nord et dans l'est de Paris, puisque ce sont des quartiers, et puis dans les bois de Vincennes et bois de Boulogne, ce sont des quartiers où nous savons que beaucoup de ces femmes vivent ou survivent. Mais nous travaillons, je pense notamment à un partenariat qu'on a engagé avec la Fondation Rothschild autour de l'accès aux soins ophtalmo. Nous montons actuellement des partenariats pour faire en sorte que ces femmes puissent avoir accès à des dépistages, et notamment des dépistages radio, et puis on travaille aussi avec un certain nombre de maternités, y compris privées, mais plus globalement, la question de l'accès aux soins est aussi une question de temporalité. Souvent, ces femmes vivent dans l'immédiateté et on doit jongler avec la nécessité d'aller vite, parce qu'elles sont prêtes à être prises en charge ou qu'elles sont prêtes à aller aux urgences, et puis en même temps la nécessité de les mettre dans une dynamique de parcours de soins qui peut durer parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque on est confronté à des problématiques de pathologies chroniques, assez souvent, qui nécessiteront de toute façon une prise en charge au long cours. Est-ce que vous avez besoin de médecins qui se dédieraient un peu plus à la prise en charge de cette population ? Alors c'est vrai que la particularité de la DSF, c'est de fonctionner avec un certain nombre de salariés, une petite équipe, dont des sages-femmes, 2 sages-femmes qui sont présentes à nos côtés, des infirmières. Nous réfléchissons à la question d'un médecin coordinateur pour mieux articuler nos actions. Après, l'objectif de notre association, c'est d'amener vers le droit commun, et on en a échangé ensemble en amont pour préparer cette intervention, c'est comment amener ces femmes qui peuvent avoir accès à un certain nombre de dispositifs à se faire soigner auprès d'hôpitaux, de consultations qui sont tout à fait à même de les prendre en charge. Alors évidemment, travailler avec une équipe médico-sociale facilite les choses, puisque en termes d'orientation, on sait où les orienter et on sait ce qu'il faut pour pouvoir les orienter, notamment en matière de bilan. Mais quand on voit la prévalence des problématiques qui sont rencontrées par ces femmes, dans la plupart des cas, elles sont en situation de danger sur le plan de leur vie sexuelle. Elles sont régulièrement confrontées à des maladies sexuellement transmissibles plus ou moins graves. Et puis évidemment, donc sur à peu près 1200 femmes, la moitié sont dans cette situation-là. Et puis un gros tiers a besoin et doit souvent en urgence être orienté vers un généraliste pour qu'on puisse avoir une idée à peu près globale de leur situation de santé, et que ce médecin puisse ensuite l'orienter vers des consultations spécialisées dès lors que cela s'avère nécessaire. Il y a des réflexions, quelqu'un dit, il n'y a pas que les médecins et les associations, les sages-femmes ont également une place importante dans la santé des femmes au quotidien, avec notamment le suivi gynécologique. Je sais d'ailleurs que dans votre association, vous avez des gynécologues, des femmes qui sont des relais au sein de ces populations qui viennent peut-être de l'étranger avec déjà ces formations. Alors évidemment les sages-femmes, et puis on a monté à une époque où je dirigeais le SAMU social à Paris, on a monté un réseau qui s'appelle Solipa, mais qui est tout à fait performant sur l'accès aux soins des femmes enceintes ou devant être orientées vers une maternité, puisque quasiment à quelques jours de leur accouchement, et pour autant n'ayant jamais vu un gynécologue au cours de leur parcours, et notamment de leur parcours à la rue. Donc c'est une difficulté que nous connaissons bien. On a 2 sages-femmes dans l'association qui ont été recrutées pour ce faire également. Évidemment, la question de la spécificité de ces femmes et les spécificités que nous rencontrons sont liées très souvent à la maternité. Je disais tout à l'heure que la plupart, en moyenne, ces femmes sont âgées de 36 à 40 ans et qu'elles sont le plus souvent accompagnées d'1 ou 2 enfants. Et dans un tiers des cas, elles sont enceintes, parfois de plusieurs mois, et donc avec une nécessité qui est de les mettre à l'abri et de pouvoir faire en sorte qu'elles vivent leur maternité du mieux qu'elles le peuvent dans les conditions dans lesquelles elles se trouvent aujourd'hui. Donc oui, ce lien est essentiel, et le lien vers des associations partenaires, c'est notre cœur de métier, c'est de travailler en partenariat, certes avec des hôpitaux privés, mais également avec des associations dont c'est le métier, et avec des médecins dont c'est effectivement, et des spécialistes dont c'est le métier.
Merci beaucoup Stéphania Parigi. Avant de vous donner la parole, Lamine, je voudrais vous faire part d'une réflexion. Précarité, c'est égal à pas ou peu de valorisation T2A. Le privé s'en désintéresse souvent et laisse le public s'en emparer. Attention, ça n'est pas révélateur de très bonne coopération dans certains territoires, c'est juste une tendance. Oui, c'est effectivement la difficulté. Peut-être un hommage à Roselyne Bachelot, qui a été la première ministre à parler de la santé des femmes. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler qui est à l'origine de cette prise de conscience. Et également rappeler que nous avons signé une convention de partenariat avec Women Safe and Children. Ça permet de lutter contre les violences conjugales et infantiles. Sur la recherche, nous sommes structurés. Alors les grands groupes nationaux ont des pôles de recherche avec des attachés d'art clinique, et les indépendants aussi avec le groupe de santé, le groupe Santé Cité, qui est un groupement coopératif de cliniques indépendantes, dont je profite pour saluer le président Stéphane de Butler, qui est affilié bien évidemment à la fédération. Et on arrive à équilibrer. C'est-à-dire que les points SIGAPS qui sont donnés par ces budgets nous permettent de financer des attachés de recherche clinique et d'avoir même une marge pour continuer à travailler. Donc on y est pleinement attaché à ce fonctionnement, et c'est bien de rappeler que le privé n'est pas forcément privé de tout. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup au Dr Olivier Hoffmann, à Isabella Chanavaz-Lacheret et Stéphania Parigi. Vous pouvez les applaudir. Merci d'être intervenus. Au revoir.